Merci, c'est moi qui te remercie de l'invitation. Je suis très honoré et impressionné d'être ici. Je fais pas beaucoup de cours, donc d'être devant un amphi, c'est quelque chose de très impressionnant pour moi. Mais je suis ravi. Donc je vais vous parler de l'océan. Vous avez un cycle qui est sur l'eau, mais moi ça va être essentiellement de l'eau salée dont je vais vous parler, sur l'océan et les enjeux de conservation et d'usage durable sur la décennie à venir. La première chose dont il faut avoir mesure, c'est que on ne parle plus vraiment de plusieurs océans. C'est un océan avec différents bassins océaniques, mais cette carte, qui n'est pas une fausse carte, c'est juste une projection différente que celle qu'on a l'habitude de voir, qui montre à quel point toutes les zones océaniques sont connectées les unes entre elles. Donc ce qui se passe à un endroit a forcément un impact sur un autre, de par la connectivité, de par les courants, de par les mouvements des hommes. Donc au même titre qu'on n'a qu'une seule planète et on n'a pas de planète B, on a un seul océan et on n'en a pas un deuxième. Alors oui, j'ai fait les diapos en anglais parce que je ne savais pas s'il y avait des internationaux ou pas avec vous, donc je parle en français, les slides sont en anglais. Notre bien-être dépend très fortement de l'océan et beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Et quand on regarde, je ne sais pas si c'est une notion avec laquelle vous êtes familière, mais j'imagine que oui, les services écosystémiques et les services écosystémiques qui proviennent de l'océan sont absolument considérables en valeur, que ce soit des valeurs purement économiques et monétaires ou en valeur relationnelle, en valeur intrinsèque. Et il y a énormément d'activités qui dépendent de l'océan, comme la pêche, la production d'oxygène. C'est un rôle pour le climat. Vous avez dû en entendre parler, que l'océan est le plus grand régulateur du climat sur la planète. C'est les zones les plus touristiques du monde. Il y a énormément d'activités économiques de gens qui vivent directement ou indirectement de l'océan. Et ce qu'il montre, c'est que, donc ça vous êtes familier j'imagine avec les ODD, les objectifs du développement durable des Nations Unies, et quand on regarde les différentes cibles de l'ODD 14, donc celui qui est pour l'océan, l'ODD marin, on remarque qu'il y a des co-bénéfices entre un grand nombre de ces cibles et la plupart des autres ODD. Donc œuvrer pour un océan en bonne santé, c'est œuvrer pour le développement durable dans son entier. L'océan et l'activité océanique n'est pas déconnectée du tout du reste du développement. Mais l'océan, quand on en a besoin, il est important, il n'y en a qu'un, mais il est fortement impacté, il est sous pression. Et pourquoi il est sous pression? C'est que, comme on l'a un peu abordé, il y a de nombreux usages de l'océan. Et ce qui est vraiment important, ce dont j'espère vous allez prendre la mesure maintenant avec cette diapo, c'est que les activités sont en augmentation considérable. On parle d'économie océanique, d'économie bleue. C'est le secteur ça augmente beaucoup plus vite que l'économie globale. Pourquoi? Parce que il y a un grand nombre d'activités historiques qui en dépendent et qui sont aussi en augmentation parce qu'il y a une augmentation démographique, comme la pêche par exemple. On a besoin de plus manger, on pêche de plus en plus de poissons et on verra après qu'il y a beaucoup de surpêche. Il y a des hydrocarbures, il y a de l'énergie, il y a des minerais, on passe des câbles sous-marins. Là, on va sur Internet, si j'ai bien compris, pendant qu'on vous parle. Il y a de fortes probabilités que je sois en train de passer, que le flux soit en train de passer dans l'océan. Il y a énormément d'activités qui dépendent de l'océan et qui augmentent à une vitesse considérable. Or, il y a une très forte concentration de ces activités. Il y a les 100 plus grosses entreprises qui dépendent de l'océan, ou en tout cas se partagent, 60% des revenus total des activités économiques liées à l'océan. Et si on regarde les 8 activités, donc c'est les petites parts dans ce diagramme-là, les 8 activités et les 10 entreprises les plus grosses dans ces activités, donc maintenant je ne regarde plus les 100 plus grosses, mais les 80 plus grosses, elles se partagent en moyenne 45% des bénéfices. Mais vous voyez que pour certains secteurs, il y a une concentration de l'ordre de 93%. Et c'est une concentration qui est plus forte que dans un grand nombre de secteurs économiques qui dépendent des ressources naturelles qui ne soient pas liées à l'océan. Donc il y a des activités nombreuses et en très forte croissance et extrêmement puissantes.
Or, bien évidemment, elles impactent l'océan. Donc quand on regarde, on appelle ça l'impact cumulé. Donc c'est l'impact cumulé des différentes activités qu'ont les hommes sur l'océan. On voit qu'il n'y a quasiment pas de zone océanique qui n'est pas impactée, et il y en a quelques-unes qui le sont peu, mais on voit bien qu'il y a des impacts partout. Et je pense que vous devez être familier avec l'IPBES, qui est le cousin pour la biodiversité et les services écosystémiques du GIEC. Donc le GIEC en anglais c'est IPCC, ça c'est IPBES, c'est la même chose, mais c'est pour la biodiversité et les services écosystémiques. En 2019, donc il y a très peu de temps, l'évaluation globale a montré que les pressions qui ont eu le plus d'impact sur la perte de biodiversité, sur les écosystèmes marins, sont au premier rang l'exploitation des organismes, donc la surpêche, et ensuite, alors on a toujours du mal, enfin moi j'ai toujours du mal à traduire ça en anglais, sea use change, le changement des activités, land use, je pense que vous voyez, c'est comment on transforme des parcelles terrestres en champs ou en entreprises. Le sea use, c'est la même chose, c'est si on va mettre de l'aquaculture, si on va mettre des éoliennes, ce genre de choses. Donc c'est les deux types de sources d'impact les plus forts. Mais il y a des solutions qui existent. Donc, si on pense à la pêche, là, qui est le premier driver, le facteur qui a le plus d'impact, on pense à la pêche. Donc, traditionnellement, on peut gérer la pêche en fonction des ressources. Donc, la plupart du temps, des poissons qu'on va pêcher. Pour faire ça, il faut connaître la biologie et l'écologie des poissons. Or, sur ce graphique, vous pouvez voir que donc, il y a différentes catégories d'espèces qui peuvent être pêchées. Et le pourcentage sur le côté vous montre le pourcentage des espèces sur lesquelles on codé une information qui permet de prendre des décisions éclairées pour la bonne gestion. Donc par exemple pour les espèces de récifs, vous voyez qu'on peut gérer bien que 2%. Et les barres bleues sur la droite, ça vous montre le nombre d'espèces pour lesquelles on n'a pas d'informations. Vous voyez qu'on a très peu d'informations scientifiques pour faire une gestion éclairée qui soit basée sur les stocks de poissons. Et pourtant, on dit qu'il faut bien dépasser ça, qu'il faut faire une gestion écosystémique, puisque les espèces ne sont pas indépendantes les unes des autres. Et si on veut gérer le thon, il faut aussi bien gérer les espèces qui sont mangées par le thon, par exemple. Alors, on ne va pas regarder en détail ce graphique, vous inquiétez pas, c'est le plus obscur de tout ce que je vais vous montrer. Mais il montre que quand on est dans un cas de surpêche, tous les modèles montrent que la gestion spatiale est plus performante qu'une gestion qui soit basée sur les captures, qui soit basée sur des limites de taille, de poissons, etc. Donc la gestion spatiale est la gestion qui est la plus performante quand on est dans une situation de surpêche. Et parmi les outils de gestion spatialisée, qu'on appelle aussi en anglais Area Based Management Tools, et c'est une terminologie qui est reconnue par la CBD, qui est dans les discussions internationales de cibles, d'ODD, etc. Il y a les aires marines protégées, qui sont un cas particulier de ces Area Based Management Tools, de ces outils de gestion par zone en français. Et le cas particulier, c'est que l'objectif principal doit être la conservation de la biodiversité. Les autres n'ont pas nécessairement comme objectif la conservation de la biodiversité. Et donc pourquoi les aires marines protégées sont un outil important parce qu'elles peuvent contribuer à des écosystèmes qui soient plus résilients. À l'intérieur des aires marines protégées, si elles sont bien gérées, bien protégées, on verra ça plus tard, les poissons, s'il y a moins de pression de pêche ou pas du tout, ils vont d'abord grandir. Parce qu'ils ne sont plus pêchés, on les laisse dans l'écosystème, ils grandissent. Ils grandissent, ils vont se reproduire, ils vont faire plus de descendants, donc il va y avoir plus de poissons, plus grands, on dit qu'il y a plus de biomasse. Et cette biomasse fait qu'il va y avoir des effets de densité-dépendance, et elle va s'exporter. Donc il y a aussi un grand nombre de bénéfices pour la pêche. C'est-à-dire que les poissons plus gros vont avoir des home range, donc des zones de déplacement qui sont souvent plus larges que les périmètres de l'aire marine protégée. Donc en sortant, ils peuvent être pêchés, et comme ils sont plus gros, ils vont d'autant plus contribuer aux captures pour la pêche. Et les larves et les œufs vont repeupler les zones avoisinantes et vont contribuer à une récupération des écosystèmes. Les aires marines protégées sont aussi des outils qui peuvent participer du tissu économique local. Elles peuvent participer au maintien de certains emplois ou à la création d'autres emplois par de l'activité économique. Il va y avoir un maintien de la pêche, il va y avoir des plongeurs qui vont venir parce qu'ils vont être prêts à aller plus loin ou payer plus parce qu'ils vont aller dans une aire marine protégée. Donc il y a un effet attractif pour les communes ou les espaces qui ont des aires marines protégées. En protégeant les habitats, elles vont permettre à diminuer les risques
d'érosion côtière et en protégeant donc, les habitats qui permettent de diminuer l'intensité de la houle, comme là on voit des herbiers de Posidonie, mais ça peut être des récifs coralliens, ça peut être des mangroves. Ça participe à diminuer les risques d'exposition à ces facteurs environnementaux qui, comme vous le savez, augmentent avec le changement climatique. En protégeant les écosystèmes, ça permet de protéger à la fois ce qu'on appelle les écosystèmes à carbone bleu, que sont les mangroves, les herbiers et les salt marsh, les étangs, qui permettent de capter une grande partie du CO2 dans l'atmosphère, et également ça va protéger les écosystèmes dans leur ensemble qui peuvent jouer un rôle de pompe à carbone. Donc des aires marines protégées contribuent de cette manière à la captation peuvent contribuer à la captation du carbone dans l'atmosphère. Également, souvent, les aires marines protégées vont avoir différentes zones. On peut avoir du zonage avec des zones de non-prélèvement, des zones avec certains types de pratiques qui sont favorisées par rapport à d'autres. Et ça peut être utilisé, comme c'est souvent le cas, par exemple, en Méditerranée ou dans le Pacifique, comme des outils pour favoriser des pratiques traditionnelles par rapport à des activités qui seront plus industrielles. Donc ça permet de maintenir des activités ancestrales ou juste traditionnelles et qui sont le plus souvent beaucoup plus durables que des activités industrielles. Ça permet de mieux comprendre l'océan, parce que si dans une zone, on va éliminer ou réduire un certain type de pression, par exemple la pêche, l'extraction de minerais, de sable, etc., on va mieux comprendre comment les écosystèmes répondent à des élévations de température liées au changement climatique, par exemple. Donc c'est des zones très importantes pour la recherche, même si on n'est pas intéressé par la conservation en tant que telle, on va pouvoir être intéressé par les aires marines protégées quand on veut étudier d'autres paramètres des écosystèmes. Et également, comme elles peuvent permettre une cogestion, une coappropriation par différents porteurs d'intérêt, ça peut être un outil très important pour, encore un mot pour lequel on n'a pas de bonne traduction en français, je pense, de stewardship, mais qui est une gouvernance partagée de la ressource et des espaces. Donc on a vu ce que peuvent faire les aires marines protégées. Quand on regarde donc, ce que vous avez écrit en haut à la verticale, c'est un peu tous les types de outcomes, d'effets, de bénéfices qu'on peut attendre des outils de gestion par zone, potentiellement. Et en ligne, ce que vous avez avec les petits logos, c'est les différents outils de gestion par zone. Et les trois premiers peuvent être rangés dans la catégorie aires marines protégées. Et en gros, sans passer tout ça en revue, vous voyez que c'est là où il y a le plus de vert et le plus de plus. Et donc, c'est vraiment les aires marines protégées par rapport aux autres outils de gestion par zone qui permettent de contribuer le plus à fournir des bénéfices à la fois sociologiques, socio-économiques et écologiques. Et donc, quand on regarde ça par rapport aux ODD, donc on revient là où on était tout à l'heure, on se rend compte que c'est bien les aires marines protégées qui contribuent le plus au plus grand nombre de cibles de l'ODD 14 par rapport aux autres outils de gestion par zone. Donc l'océan est important, il y a des menaces, les outils de gestion par zone sont performants quand il y a de la surpêche, et on voit que parmi les outils de gestion par zone, les plus performants, ce sont les aires marines protégées. Donc ça a amené les gouvernements, qui sont partis de différentes instances gouvernementales, comme la CBD, qui est la Convention pour la diversité biologique, où tous les ans il y a des COP, comme il y a la COP climat, il y a la COP biodiversité, avait établi que pour 2020, donc hier, mais il n'y a pas longtemps, que les pays devaient recouvrir 10% de leurs eaux côtières et marines en aires marines protégées. Parce qu'on savait que les aires marines protégées servait à quelque chose, et donc il s'était engagé à faire ça pour 2020. Et ça a été repris c'est une des cibles de l'ODD 14, d'avoir 10% d'aires marines protégées dans les eaux côtières et marines. Donc en 2020, on n'y était pas encore, on était à 7%. Ce que vous voyez en bas, la cible de 10%, on n'y était pas. Et quand on regardait ça en détail, on voyait même que la moitié de ces 7% étaient des aires marines protégées comptabilisées que les pays déclarent, parce que les pays déclarent leurs aires marines protégées, ça va dans une base de données qui est le WDPA, World Database on Protected Area, qui est gérée par le UNEP, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. La moitié de ce qui est déclaré sont des aires marines protégées qui ne sont pas encore établies. Donc pour certains, parce qu'ils sont contents d'avoir déclaré une aire marine protégée, on la déclare et puis elle va être établie beaucoup plus tard.
Pour d'autres, il peut y avoir aussi des effets d'annonce. Et donc, maintenant, si on regarde uniquement ce bout noir là, qui est la moitié de ce qui était déclaré, on se rend compte que les aires marines protégées qui ont une protection intégrale, où il n'y a pas de prélèvement par pêche, où il n'y a pas d'extraction de minerais, de ressources, de sable ou autre, sont en minorité. D'accord ? C'est qu'un tiers de cette moitié qui est protégée de manière intégrale. Et quand on regarde quelles sont ces aires marines protégées, l'essentiel, là vous voyez que 6 aires marines protégées, ce sont des aires marines protégées très très grandes, loin de tout, où ça embêtait peu de monde qu'on les fasse. Et donc ça veut dire que près de nous, près des côtes, là où on dépend fortement de l'environnement, on a très peu d'aires marines protégées de protection intégrale. Alors on peut se dire, et c'est ce que beaucoup disent, c'est pas important, il ne faut pas trop de restrictions, ce qui compte c'est la durabilité. Bien évidemment, il faut pouvoir continuer notre développement en utilisant de manière durable les ressources. Alors, d'accord, prenons ce parti pris, mais regardons du coup maintenant les aires marines protégées, de quelle manière elles réussissent quand même à diminuer les pressions. Parce que si on veut de la durabilité, il faut quand même qu'il y ait moins de pression. Donc en prenant un certain nombre d'aires marines protégées, là c'était en Méditerranée, il y en avait ici là 18, on remarque bien évidemment que les aires marines protégées de protection intégrale permettent d'éliminer ces pressions-là. Puisque s'il n'y a pas si tout type d'extraction sont interdits, il n'y en a pas à l'intérieur. Par contre, on voit que à partir du moment où une activité est autorisée, donc là c'est les activités non extractives, elles vont avoir tendance à se concentrer à l'intérieur de l'aire marine protégée. Il y a comme un effet d'aubaine, un effet attractif. Si on autorise la plongée, il va y avoir plus de plongeurs qu'à l'extérieur. Si on autorise la baignade, il va y avoir plus de baignade. Donc en soi, ce n'est pas la fin du monde, mais il faut avoir en conscience que quelque chose qui est autorisé va se concentrer et l'intensité va augmenter. Et quand on regarde dans les aires marines protégées, qu'on va appeler pour l'instant de protection partielle, celles où les prélèvements sont autorisés mais sont normalement régulés, on peut voir que pareil, les activités qui sont autorisées de pêche, ici dans cet exemple, se concentrent. Donc il y a plus de pêche à l'intérieur des aires marines protégées qu'à l'extérieur, ce qui est un peu un contresens par rapport à ce qu'on en attend. Certes, c'est un outil pour la durabilité, certes, il faut pouvoir continuer le développement, mais dans des zones qui ont vocation à protéger la biodiversité, c'est des zones où il y a le plus d'attraction. Là, il y a une étude dont je ne vous ai pas montré le résultat, parce qu'il n'y a pas vraiment de graphique joli, qui était dans Science, qui avait montré qu'en mer du Nord, les zones les plus chalutées, donc le chalut, je ne sais pas si vous voyez, qui est l'engin le moins sélectif au possible dans la pêche, les zones les plus chalutées en mer du Nord, donc en Europe, étaient dans des aires marines protégées. Donc il y a plus de chalutage à l'intérieur des aires marines protégées qu'à l'extérieur. Donc est-ce que les cibles de couverture sont satisfaisantes? Est-ce que c'est en sachant combien on couvre une zone d'aire marine protégée qu'on va savoir combien on couvre la biodiversité? En voyant ça, on peut un peu s'en douter parce qu'on voit qu'il y a tout type d'aire marine protégée, des qui protègent beaucoup, des qui potentiellement protègent moins. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Alors regardez pas tous les détails de ça, mais on a développé une classification, parce que ça n'existait pas, des aires marines protégées basées sur l'impact attendu des activités autorisées à l'intérieur de l'aire marine protégée sur la biodiversité. Donc, ce que vous voyez, d'abord, c'est sur la gauche, il y a un arbre de décision qu'on a voulu très simple. Alors, derrière, c'est bien plus complexe. On regardait tous les types d'engins, les types d'activités, etc. Et on a regardé comment on pouvait simplifier ça au mieux en capturant la complexité des choses. Et c'est ça sur lequel on a abouti, et en posant un certain nombre de questions par rapport à quel type d'activités sont autorisées, et ensuite, quel est l'impact de ces activités. On a fait un tableau, un score pour chaque type d'activité sur la biodiversité. On pouvait assigner une note, un niveau de protection aux aires marines protégées. Donc ça va ensuite de la protection intégrale jusqu'à la non-protection. Et vous allez voir là bientôt qu'il y a effectivement des aires marines protégées qui ne protègent pas. Donc on a fait cette classification et qui a été ensuite intégrée dans une démarche qui a été plus grande et qui a été récupérée, mais on en est très content, par les Nations Unies, l'IUCN, etc., qui s'appelle le MPA Guide, le guide des AMP, qui prend en compte quelques activités en plus par rapport à ce qu'on avait fait et qui prend en compte le niveau d'établissement, ce que vous ne voyez pas là, mais qui pour chaque aire marine protégée, maintenant on regarde le niveau de protection et on regarde à quel stade elle est. Est-ce qu'elle est juste déclarée? Est-ce qu'elle est mise en place? Est-ce qu'elle est vraiment gérée? Et ensuite, on a fait un certain nombre de méta-analyses. Donc, on a classifié plein d'aires marines protégées qui avaient été étudiées dans le monde. Et qu'est-ce qu'on a vu?
c'est que on s'y attendait, bien évidemment, mais on l'a vérifié de manière empirique. Et tout ça, c'est des méta-analyses que je vous ai mis en référence. Et il y a même des équipes indépendantes qui ont fait le même travail, qui sont citées là et qui ont trouvé la même chose. C'est que pour l'ensemble de ces bénéfices, et même les bénéfices les plus liés à l'homme, d'anthropologie, de bien-être, de ce qu'on appelle sense of place, etc., ces bénéfices ont besoin de la présence d'une aire marine protégée de protection intégrale. Et quand on est en protection haute, c'est des zones où il y a très très peu de prélèvements et de manière extrêmement durable, on réussit quand même à garder un grand nombre de ces bénéfices, mais dès qu'on descend dans le niveau de protection, il y a un réel saut qualitatif et la plupart du temps, on voit très peu, voire pas du tout de bénéfices. Donc ça, c'est pour vous montrer que les niveaux de protection peuvent être un indicateur indirect de l'efficacité des aires marines protégées à remplir leurs bénéfices escomptés. Et donc une autre manière de voir ça, c'est que le futur de l'océan, mais donc le nôtre, comme je vous ai montré, on en dépend beaucoup, dépend très fortement de l'état de l'océan et donc du niveau de protection. Et donc maintenant on a vu que les aires marines protégées marchaient, mais pas toujours, et que pour qu'elles marchent, il faut qu'il y ait un niveau de protection assez élevé, donc protection intégrale idéalement ou protection haute. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde ce qui est fait au niveau régionaux, internationaux ou national? Donc par exemple, on va prendre un exemple là en Méditerranée. D'accord? Donc la Méditerranée, au moment où on a fait l'étude, là, c'est la moyenne, enfin le pourcentage de recouvrement Méditerranée est de 6%. Alors je vous passe le fait qu'il y en ait plus au nord qu'au sud, à l'ouest, tout ça si ça vous intéresse, il y a tout dans le papier. Mais on voit que à l'échelle de la Méditerranée, on est très proche de la valeur internationale qui était de 7% à la même époque. Donc, mais vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. Les couleurs, c'est les petits cercles en haut, là, c'est les niveaux de protection. Donc si on enlève NR, c'est ce qu'on appelle non-regulated, celles pour lesquelles on n'a pas pu assigner un niveau de protection parce qu'il n'y a pas de texte de loi, il n'y a rien. Donc c'est potentiellement ce qu'on appelle des paper parks, des aires marines protégées de papier. On réduit. Et ensuite, si on enlève donc les non protégés, c'est-à-dire c'est souvent il peut arriver, même c'est souvent le cas, que ce soit des aires marines protégées qui soient bien gérées. C'est-à-dire qu'il y a du budget. Il y a des staffs, il y a des gestionnaires, ils font des suivis, ils reçoivent des écoles, ils font de la concertation et des ateliers entre les différents types d'usagers. Donc les pêcheurs parlent avec les plaisanciers avec les plongeurs, etc. Donc c'est des zones qui ont une vertu pour le développement économique et le développement durable. Il n'y a pas de problème. Mais en termes de bénéfices pour la conservation directe, on n'en voit pas, une fois que ces zones sont établies. Et donc si on enlève les aires marines protégées non protégées de la Méditerranée, on passe de 4,5% à 0,3%. Vous voyez qu'on chute. Hein. Et pourtant, quand les pays rapportent au niveau international, on ne compte que la présence ou non d'une aire marine protégée. Et c'est les pays qui décident qu'est-ce qui est ou non une aire marine protégée. Et quand on regarde maintenant la protection intégrale, on voit qu'on passe à 0,06%. Donc on est quand même très loin de pouvoir remplir des objectifs internationaux ou régionaux ou locaux avec la protection intégrale qu'on a actuellement en mer Méditerranée. Mais on peut se dire, bon, c'est la mer Méditerranée, il y a pas mal de problèmes, plein de pays les uns sur les autres, c'est difficile, etc. Regardons ce qui se passe en Europe. En Europe, peut-être il y a plus de richesses, en tout cas en Europe du Nord. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un rapport de la Cour des comptes européenne qui a regardé que les coûts qui étaient alloués à la conservation au niveau européen étaient conséquents, mais qu'ils ne produisaient très peu de résultats. En particulier, pourquoi? Je voulais souligner en orange, je ne sais pas si vous avez à le lire, parce que les aires marines protégées n'offrent très peu de protection. D'accord? Donc, et pourquoi? C'est un peu pour ce que je vous ai montré. Donc regardons maintenant ce qui se passe dans l'Atlantique Nord-Est, c'est la zone OSPAR. Donc je ne sais pas si vous savez, une partie de l'océan est divisée en ce qu'on appelle des mers, enfin les conventions de mer régionales. Donc ça c'est OSPAR, il y a la CAMLAR en Antarctique, il y a la Convention de Barcelone pour la Méditerranée. Et en OSPAR, on voit que donc, le chiffre tout en haut à gauche, c'est tout petit, je suis désolé, je ne sais pas si vous allez voir si je bouge. Non, mais c'est pas grave. Donc c'est 7% de couverture. Donc pareil, on se dit c'est exactement la moyenne, le chiffre global. Donc la zone fait pas plus mal. Mais quand on enlève les zones, un peu les paper parks et les zones non protégées, on perd 2/3 de la couverture. D'accord? Donc il n'y a plus grand-chose. Et si on regarde uniquement la couverture en aire de protection intégrale, je ne me souviens jamais du chiffre tellement il y a de zéro, on est à 0,0003%. Donc 4 zéros après la virgule.
plus le 3%. Donc vous voyez qu'on a quand même un gap entre ce qu'on dit qu'on fait et ce qu'on fait vraiment et les bénéfices. On est souvent les champions, donc qu'est-ce qui se passe en France ? Probablement, on fait mieux que les autres. Alors, je ne sais pas si vous savez, et la France, c'est le deuxième territoire marin du monde. Donc, on parle de zone économique exclusive, et c'est la plus large, juste après les États-Unis. Bien évidemment, c'est les territoires ultramarins qui y contribuent pour beaucoup, avec la Polynésie pour quasiment moitié, et les autres territoires. Donc, la France est un acteur important de l'océan, de la politique de l'océan. Et quand on regarde ce qui se passe, donc on peut voir qu'il y a des zones comme dans les terres australes et antarctiques françaises. Donc c'est le petit rond en bas à droite que vous avez, ce qu'on appelle communément les TAF, donc terres australes et antarctiques françaises, qui sont très bien protégées. Il y a 75%, donc les 3/4, qui sont sous une aire marine protégée, et il y a plus de 5% qui sont en protection intégrale et haute. Donc c'est bien plus grand que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc c'est des efforts considérables. C'est absolument remarquable. Le problème, c'est que c'est 80% de la protection française, intégrale et haute, qui est là-bas. Donc c'est très bien, il ne faut pas l'enlever pour la mettre ailleurs, mais ça montre qu'il y en a peu ailleurs. Par exemple, si on regarde en métropole, en France continentale, on voit qu'en prenant Méditerranée, Atlantique, Manche mer du Nord ensemble, on a 44% de zone qui est déclarée comme une aire marine protégée, mais en protection intégrale et haute, on a 0,03%. Donc on est loin quand même de ça, sachant que la France et l'Europe se sont déclarés pour l'horizon 2030, pour l'Europe 2027 pour la France, un objectif de 30% d'aires marines protégées pour 2030 et 2027, dont un tiers, donc ça fait 10%. Alors pour la France en protection forte, et qui équivaut plus ou moins à la protection intégrale et haute, voilà. Et pour l'Europe, la protection stricte, où ils veulent que ce soit absolument de la protection intégrale. Mais un certain nombre de pays freinent pour que ce ne soit pas le cas. Et en France, la définition est assez souple pour qu'on puisse y mettre aussi d'autres choses. Et ils essayent de convaincre d'autres pays pour la COP qui arrive là, de la CBD, qui aura lieu à Montréal, pour que les pays s'engagent, les pays partis de cette COP, à 30% d'aires marines protégées d'ici 2030. Donc je vous dis ça pour vous montrer qu'il faut être vigilant sur ces cibles sont importantes pour promouvoir des actions, mais il faut quand même voir ensuite le déroulement de ces actions. Et puis pour bientôt terminer, on a parlé là des zones sur lesquelles les pays avaient juridiction, ce qu'on appelle les zones sous juridiction nationale. Mais qu'est-ce qui se passe sur la moitié de notre planète? Et pourquoi je dis la moitié de notre planète? C'est vraiment presque la moitié de la planète. Ce sont les zones au-delà des juridictions nationales. Parce qu'il y a au-delà de la fin des ZE, ce qu'on appelle souvent communément la haute mer, et c'est 2/3 de l'océan. C'est cette zone-là, et ça fait la moitié de la planète. Et donc c'est des zones importantes où une des plus grosses problèmes, une des plus grosses menaces, un des plus gros problèmes, c'est la fragmentation de la gouvernance dans cette zone-là. Parce que qu'est-ce qui va réguler les activités minières potentielles sur le fond? C'est ISA, International Seabed Authority, l'autorité internationale des grands fonds marins. Qu'est-ce qui va réguler la pêche? C'est les ORGP, les organes régionaux de gestion des pêches. Qu'est-ce qui va gérer le trafic maritime? C'est l'Organisation internationale du trafic maritime. Il y a les mers régionales, il y a la Commission internationale baleinière, etc. C'est très compliqué d'avoir une gouvernance holistique de ça. Mais en ce moment, alors moi j'en reviens tout juste, là, il y avait la 5e session qui devait être conclusive, elle ne l'a pas été, on espère que la 6e soit la dernière, mais ça fait déjà 2 de plus que ce qui était prévu. Il y a des négociations aux États-Unis, qu'on appelle communément BBNJ, pour Biodiversity Beyond National Jurisdiction, et c'est des négociations pour un traité sur la haute mer, pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité dans la haute mer. Et le problème, c'est que les pays ont énormément de mal à s'accorder pour définir le périmètre des aires marines protégées qui seront établies en haute mer. Est-ce qu'elles vont pouvoir ou non réguler les activités des autres organismes qui ont des prérogatives en mer, sachant que qui décide dans ces autres organismes, ce sont les mêmes pays qui négocient dans la COP BBNJ. Donc, il faut, ça met un peu en évidence, quelquefois, les volontés contradictoires dans des négociations internationales. En haute mer, pourtant, il y a des solutions qui peuvent être simples. Plus de la moitié de la pêche en haute mer
ne serait pas rentable économiquement s'il n'y avait pas des subventions par les États pour aller pêcher en haute mer. Donc si les États arrêtent ces subventions, qui c'est actuellement en cours de négo à l'OMC, si les États arrêtent les subventions pour la pêche en haute mer, eh ben déjà, la moitié de la pression s'en va, et de toute façon, il n'y a pas de perte, puisqu'elle n'était pas profitable. Et plus de la moitié de la pêche, plus de la moitié, pardon, des émissions de CO2 de la pêche a lieu dans des zones non profitables. Donc vous voyez qu'on pourrait régler pas mal de problèmes en réfléchissant de manière intégrée. Et une des menaces qui peut arriver l'année prochaine, c'est pareil, en cours de finalisation, c'est le début de l'extraction minière dans les grands fonds marins. Donc c'est toutes les zones au-delà de 200 mètres de profondeur et dans les eaux internationales, parce que c'est en cours de finalisation à l'AISC. Et pourtant, on voit bien, donc ici vous voyez les trois gammes de couleurs, là, du mauve à l'orange, c'est les trois types de ressources qui peuvent être obtenues, les trois types de familles de minerais ou d'habitats pour lesquels il peut y avoir des activités minières dans les grands fonds marins. Et en ligne, c'est les informations dont on a besoin pour pouvoir évaluer l'impact. Donc même pas pour pouvoir faire un usage durable, juste pour dire quel est l'impact de l'activité. Et vous voyez qu'on n'a absolument pas le niveau de connaissance scientifique nécessaire pour ne serait-ce qu'évaluer l'impact des activités minières. Or, elles sont sur le point d'avoir lieu. Donc, pour terminer, les quelques messages clés, on a vu, là, on a parlé de comment améliorer la santé de l'océan parce qu'on en dépend. Donc, d'une part, on a vu que classifier les aires marines protégées par rapport à leur niveau de protection, ça permettait de savoir un peu à l'avance, potentiellement, si après l'aire marine protégée est bien surveillée, bien gérée, que les acteurs locaux sont impliqués dans la gestion, etc. Ça permettait de savoir quels pouvaient en être leurs bénéfices. Ensuite, par exemple en haute mer, on a vu ça, mais ailleurs, il est important que les aires marines protégées soient multisectorielles, qu'elles ne régulent pas uniquement un seul type d'activité, parce que sinon les impacts des autres activités vont pouvoir avoir lieu au sein de l'aire marine protégée. Donc c'est important qu'il y ait de la concertation dans les acteurs qui sont engagés dans la régulation qu'induit l'aire marine protégée. Et également, on a vu que les cibles, uniquement en termes de couverture d'aires marines protégées, ne sont pas satisfaisantes. Il faudrait qu'ils soient associés des niveaux de protection. Et c'est un peu ce sur quoi s'est engagé la France, l'Europe, avec cette cible double de 30%, dont un tiers. Et là, vraiment pour finir, on a vu comment améliorer la santé de l'océan, mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut faire, ça fait partie d'un tout. Et là, je pense que ici, à PSL, en plus, dans la licence dans laquelle vous êtes engagé, vous êtes bien placé pour couvrir le spectre de ce que je vais vous montrer, parce qu'il y a 7 leviers importants pour un océan durable dans la décennie à venir. Donc d'une part, c'est améliorer la santé de l'océan. On a vu plus ou moins comment on pouvait faire. Il faut aussi plus d'équité et de justice sociale. Les communautés côtières, qu'elles soient en Méditerranée, en Inde, dans des pays riches ou dans des pays pauvres, sont les plus exposées au changement climatique et sont souvent celles qui sont qui ont le plus de préjudice par rapport à une appropriation des ressources naturelles de l'océan. Donc c'est très important d'avoir des notions d'équité et de justice sociale, de pouvoir promouvoir des activités économiques, bien évidemment, mais qui soient durables, qui soient soutenables, qui soient, ici possible, neutres en carbone, ou en tout cas avec de faibles émissions, et qui soient nouvelles. Il est souvent très dur de transformer des secteurs qui utilisent l'océan depuis un long moment, donc on a besoin d'innovation, on a besoin de vous. Il faut également créer des mécanismes financiers vertueux, nouveaux, qu'on appelle de Blue Finance, qui permettent d'avoir des financements pour les activités nouvelles, qui permettent d'avoir des systèmes de rewards pour les investissements dans le carbone bleu, par exemple. Il faut faire plus d'intégration scientifique à différents niveaux, aussi bien entre les disciplines, et ça, PSL, pareil, vous êtes extrêmement bien placé pour faire ça. Il faut que les sciences naturelles parlent avec les sciences humaines et sociales, il faut qu'il y ait les sciences de l'ingénieur, il faut que tout le monde se parle, et il faut également qu'il y ait plus d'intégration par rapport à la prise de décision. Il faut que la science puisse éclairer mieux les décisions et qu'il y ait plus d'interfaçage entre science et décision. Il faut qu'il y ait plus de littératie océanique, il faut communiquer plus sur le fait que notre bien-être, même à Paris, dépend en grande partie
de la qualité de l'océan. On ne le sait pas assez, et pourtant c'est vraiment, vraiment important. Et tout ça peut concourir à une gouvernance plus inclusive, plus holistique de l'océan, en intégrant les secteurs, les porteurs intégrés, les communautés locales, les populations indigènes, les usagers, les scientifiques, pour un océan durable. Merci à vous. Alors c'est une très bonne question, j'ai entendu, je pense, l'essentiel. Oui, pardon, je répète la question. Donc, quand on préserve la biodiversité, j'ai compris que tu parles de deux types d'approches, qui est de conserver la biodiversité comme elle est, donc potentiellement qui a déjà été impactée par les activités humaines, ou d'essayer de revenir à un état antérieur, par exemple, tu prenais l'exemple, je me permets de te tutoyer, hein, donc n'hésitez pas à le faire dans l'autre sens, de dépoldériser. Tu prenais cet exemple, donc d'essayer de diminuer l'empreinte humaine dans une zone. Je vais répondre, c'est pas par facilité, mais les deux sont importants. Déjà, quand on crée une aire marine protégée, si on va éliminer les ressources extractives, d'une certaine manière, on enlève une partie des impacts. Donc on ne conserve pas uniquement la biodiversité dans l'état actuel, vu qu'on enlève une partie des impacts, il y a un changement qui se fait dans l'écosystème, et c'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer avec la rosace, de tous les bénéfices qui commencent à découler d'abord des bénéfices écologiques, et il y a une sorte d'effet cascade. C'est parce qu'on diminue certaines pressions, donc on revient potentiellement en arrière, on n'est pas sûr qu'on revient au stade antérieur, mais en tout cas les poissons peuvent plus grandir, se reproduire, il y a la restauration de relations trophiques qu'on avait perdues, etc. Donc quand on élimine une partie des pressions, on permet une récupération. Et après, l'approche dont tu parles, qui est plus de la restauration, c'est différent. Et la restauration, il y a une activité humaine, mine de rien. Parce qu'on va dépoldériser, mais qu'est-ce qu'on va faire après à la place ? Si on va restaurer des coraux, pareil, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est des choses qui peuvent être faites à grande échelle? Certains disent que oui, certains disent que non. Certains disent qu'il y a une valeur qui est autre, qui est la communication, la préservation locale, l'intégration de communautés locales dans la préservation du milieu. Enfin, voilà, il y a conservation, il y a restauration, c'est deux choses différentes, mais il y a de la place pour toutes les approches. À quel point est-ce que les aires marines protégées elles peuvent être une solution pérenne pour la conservation des écosystèmes si les zones autour elles ne sont pas protégées? Et du coup, il y a beaucoup d'espèces qui ne vont pas pouvoir être protégées, par exemple les espèces qui migrent ou qui ne vivent pas dans ces espaces. Et comment est-ce que ces zones qui sont un peu un havre isolé vont pouvoir coller avec l'idée d'un océan global qui est en interconnectivité? Alors c'est une super question. C'est pour ça que dans les cibles, je ne vous ai pas mis toute la cible, mais la cible de couverture spatiale dit qu'il doit y avoir 10% d'aires marines protégées, mais dans un réseau cohérent. Et donc en fait, c'est par une notion de réseau qu'on peut pallier à ce problème-là, où on espère mettre les aires marines protégées, qu'elles soient connectées les unes avec les autres, mais encore faut-il pouvoir connecter des aires marines protégées qui marchent. Mais il faut connecter les aires marines protégées les unes avec les autres pour qu'il puisse y avoir des échanges et qu'elles n'agissent pas uniquement comme une source vers les zones extérieures, mais qu'elles puissent également être un puits par des autres aires marines protégées. Donc la notion de connectivité est importante, mais là je vous parlais de connectivité écologique, mais il faut aussi qu'il y ait une connectivité sociale, une connectivité territoriale. Il faut que, c'est pas parce qu'on va faire des aires marines protégées qu'il faut se dire on peut exploiter absolument comme on veut le reste de l'océan.
L'idéal, c'est 100% d'un océan durable. Et pour y arriver, il faut un peu d'aires marines protégées. Mais il faut aussi qu'à l'extérieur, il y ait une gestion éclairée. Oui, j'avais une question à propos de tous les trafics qu'il peut y avoir à propos des espèces et comment est-ce qu'on pourrait gérer ça au sein des aires marines protégées et même en dehors. Alors, je vais essayer de ne pas dire de bêtises parce que ce n'est pas ma spécialité, mais une aire marine protégée, l'avantage, comme on l'a vu, c'est une zone qui est spatiale. Donc, c'est un endroit qui a une empreinte sur le territoire où, quand elle est bien gérée, il y a des gens qui sont là pour le faire, à qui ça tient à cœur. Donc, il y a des gestionnaires, il y a un directeur de parc et il y a normalement de la surveillance pour voir que les réglementations de l'aire marine protégée soient bien respectées. Et le trafic d'espèces que tu mentionnes, c'est souvent des choses qui sont valables même à l'extérieur de l'aire marine protégée. Mais s'il y a une concentration de surveillance dans l'aire marine protégée, ça va permettre que ces trafics soient potentiellement moins importants dans l'aire marine protégée qu'à l'extérieur. Comment on peut assurer un océan durable en haute mer, par exemple, où aucun pays n'a de contrôle? Comment on peut assurer un océan durable? Vous avez parlé d'océan durable tout à l'heure. Comment on peut assurer ce concept en haute mer où aucun pays n'a de contrôle? Eh bien, justement, c'est pour ça qu'il y a des organes onusiens qui ont vocation à réglementer cet espace. Donc, comme j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, pour ce qu'on appelle the area, qui est la zone, en français on dit la zone, qui est la zone du fond océanique au-delà des juridictions nationales, il y a l'autorité internationale des grands fonds marins, où il y a des COP, les pays siègent, envoient des représentants pour décider de qui va faire quoi, comment on va faire de l'exploitation minière ou non, etc. Pour la pêche, il y a dans quelques endroits, pas partout, des organes de gestion des pêches régionaux. Et c'est ce pourquoi je vous disais que en ce moment, là il y a 2 semaines, il y avait la 5e session. À New York, à l'ONU, il y a un texte, un traité qui est en négociation pour créer une nouvelle COP. Et la COP pour la conservation et l'usage durable de la biodiversité en haute mer, qui a justement vocation, on l'espère, à mieux intégrer ces différents organes de gouvernance pour une gestion durable. Mais tout ça, ça prend énormément de temps, donc on n'y est pas encore. Je ne sais pas exactement comment bien poser ma question, mais chaque pays, du coup, possède une partie de l'océan, mais on rencontre quand même un problème des biens communs de l'océan. Donc, comment est-ce que dans les discussions avec tous les représentants du monde, l'océan est-il appréhendé, comment il est appréhendé en tant que bien commun? Parce qu'il y a quand même des problématiques de biens communs où on voit bien que les pays qui font des efforts, mais si tout le monde ne suit pas, ils les font un petit peu dans le vide. Donc comment est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment ces discussions-là sont menées avec les différents représentants et tout ça? Alors, je vais essayer de pas vous déprimer, mais c'est difficile. C'est difficile, en fait, c'est ça, c'est que les négociations, là, le BBNJ, comme on l'appelle, nous, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, c'est un très bon exemple parce que c'est très difficile pour que ça avance, parce que certains pays veulent garder une chasse gardée de leurs activités dans l'océan et ne veulent pas qu'il y ait des choix multilatéraux ou intergouvernementaux qui soient faits sur la manière dont ils utilisent l'océan. Pour vous donner une image qui est absolument vraie, la Lune est beaucoup plus régulée qu'à la haute mer. Il y a beaucoup plus de règles, on peut faire beaucoup moins de choses sur la Lune qu'en haute mer. Et en plus, et ce qui est presque contradictoire, on connaît beaucoup moins la haute mer que la Lune. On a cartographié, je vous parle que de cartographie, même pas de connaissance des systèmes écologiques, des chaînes trophiques, etc. On a cartographié à fine échelle que 20% de l'océan profond dans la haute mer. Et on connaît très mal
la vie. À chaque fois qu'il y a des expéditions, il y en a peu parce que ça coûte cher. Bon, maintenant, il commence à y avoir des nouvelles technologies, c'est de plus en plus accessible. Mais chaque fois qu'il y a des plongées, avec soit des hommes dans des bathyscaphes ou des robots, etc., on découvre des nouvelles espèces, des nouveaux organismes, des nouvelles façons de vivre. On connaît extrêmement peu. Et pourtant, c'est une zone qui est très peu et des fois mal réglementée. Ok. Je me demandais quelle part de ces aires marines protégées sont protégées par Natura 2000, parce que je pensais que c'était une grande part des océans européens, du coup. Alors, c'est un outil important de la politique européenne de conservation de la biodiversité marine, Natura 2000, et la plupart des pays les rapportent à la CBD en tant qu'aire marine protégée, parce que souvent, c'est les pays qui établissent ça. C'est un outil communautaire de l'Europe, mais c'est les pays qui décident où est-ce qu'ils les mettent, etc. Et il y en a qui sont très bien, mais malheureusement, la plupart des zones Natura 2000 sont assez mal placées dans le classement des niveaux de protection. Et très souvent, une chose dont je ne vous ai pas parlé, tous les chiffres que je vous montrais avaient éliminé ce qu'on appelle l'overlap, la superposition. Parce qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a énormément de statuts réglementaires différents qui sont malheureusement complètement décorrélés des niveaux de protection. Donc un niveau réglementaire donné peut donner une très bonne protection ou une protection très faible, voire pas du tout, selon les règles qu'on décide. Mais il y a beaucoup de Natura 2000 sont à l'intérieur d'autres aires marines protégées. Et qui peuvent, l'aire marine protégée peut des fois très bien marcher, Natura 2000 n'importe pas beaucoup, ou des fois l'aire marine protégée protège assez peu, et Natura 2000 peut amener quelque chose. Donc c'est assez variable. J'ai une question un peu plus politique. Donc, je pense qu'il y a des manières de protéger l'océan aujourd'hui qui sont viables, etc. Cependant, il y a des décisions politiques qui sont assez déconcertantes en ce moment. Je pense au décret qu'a signé Emmanuel Macron après le premier tour des présidentielles, le décret sur les zones des protections fortes, qui est une aberration parce qu'en fait, dans le décret, il y a des gaps juridiques qui font que les entreprises extractivistes peuvent continuer leurs extractions et leurs activités dans des zones protégées, dites naturelles ou à protection forte. Donc ce qui est censé être le plus haut niveau de protection mis en place par la France. Comment remédier à ça et comment faire pour que ça change, modifier la loi, etc. Alors je vais essayer de ne pas faire de politique, c'est pas mon rôle, mais je vais essayer de répondre en tant que scientifique qui travaille sur ces problématiques-là. Il est vrai qu'il n'y a pas d'activités qui sont de facto éliminées de la protection forte dans le décret. On peut même trouver des analogies dans la définition actuelle de la protection forte avec la définition de l'IUCN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, dont la France est membre, qui est un organe intergouvernemental, qui regroupe des pays, des ONG, etc., et qui reconnaît cette IUCN qu'il peut y avoir une panoplie différente d'aires marines protégées avec différents niveaux de protection. Et donc, ils ont une définition qui est assez souple, et dedans, ils disent qu'il y a des types 1, type 2, etc. Mais ce n'est pas basé sur les niveaux de protection, mais c'est basé sur la vocation. C'est un peu différent. Mais il se trouve que la définition de protection forte française ressemble fortement, sans faire de jeu de mots, ressemble beaucoup à la définition d'entrée de l'IUCN d'une aire marine protégée. Donc, en France, on veut le niveau le plus élevé de protection ressemble à des aires marines protégées, l'entrée dans d'autres pays. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais c'est qu'effectivement, dans la définition, l'ambition n'est pas très élevée en termes de clarté par rapport à ce qui va être réglementé à l'intérieur ou pas. Voilà. Et après, comment on fait ? Soit on est chercheur et on travaille il n'y a pas une seule chose que je vous ai dite là qui n'est pas basée sur des faits, de l'évidence, des données. Donc soit on fait ce genre de travail en essayant de délivrer des données pour que d'autres s'en emparent et fassent du plaidoyer ou ce genre de choses, ou soit on s'engage dans une ONG, ou soit on essaye de discuter avec les décideurs, ce que j'essaye de faire aussi pour essayer de leur montrer, s'il ne s'agit pas forcément de les convaincre, mais de leur montrer l'implication de différentes options de décision. Ma question, c'était par rapport à un thème.
entendez quoi par rapport à ça? C'est d'un point de vue économique, d'un point de vue de... Alors, j'ai parlé d'aires marines protégées. Ah, je répète la question. On me pose la question sur le fait que j'aurais mentionné des aires non profitables et de quoi il s'agit. Alors, je pense pas exactement avoir dit ça, je pense avoir parlé soit d'aires marines protégées non protégées, c'est-à-dire où il y a des règles mais elles n'ont pas de restrictions ou d'impact sur les activités ayant elles-mêmes un impact sur la biodiversité, donc elles ne peuvent pas fournir de réels bénéfices pour la biodiversité, donc c'est des aires marines protégées non protégées parce qu'elles ne réglementent pas ce qui va avoir un impact néfaste sur la biodiversité. Et après, pour la pêche en haute mer, j'ai parlé d'activités profitables ou non profitables à ce moment-là. Et j'ai dit que plus de la moitié de la pêche en haute mer ne serait pas profitable économiquement, c'est-à-dire que ça coûte plus d'y aller qu'ensuite de vendre le poisson, voilà, s'il n'y avait pas des subventions des États pour y aller. Et c'est parce que comme c'est une ressource, on revient un peu au commun, qui appartient à personne, donc appartient à tout le monde, un certain nombre d'États pensent que c'est important de pouvoir aller s'accaparer cette ressource avant qu'il n'y en ait plus, parce en se disant que d'autres vont le faire de toute façon. C'est ce qu'on appelle aussi la tragédie des biens communs. En fait, c'est à peu près la même question. Et c'était au moment où vous disiez que si les États arrêtaient les subventions en haute mer, il y aurait 50% de pêche en moins, mais surtout que c'était dans des zones pas profitables. Et moi, c'est à ce moment-là justement que j'ai pas compris ce que c'était les zones pas profitables. Non, c'est que la deuxième diapo, c'était que presque la moitié des émissions de carbone de l'activité pêche, qui est émetteur, comme beaucoup d'autres activités, hein, je ne sais pas pour pointer du doigt sur la pêche, mais qui émet du carbone, presque la moitié de ces activités sont dans ces zones de haute mer qui sont non profitables. Donc c'est-à-dire que si on arrêtait les subventions, il y aurait plus de la moitié de la pêche qui n'aurait plus lieu en haute mer parce qu'elle n'est pas plus profitable, et la moitié de cette moitié, c'est les émissions de CO2. Donc il y aurait à la fois un effet bénéfique pour la conservation de la ressource et une forte diminution des émissions. Parce que ça coûte beaucoup plus cher en ressources, en gaz, pour aller en haute mer, parce que c'est loin, parce que les bateaux restent longtemps, parce qu'il faut qu'il y ait plein de bateaux qui pêchent et un gros bateau qui est le bateau frigorifique et qui consomme beaucoup d'énergie. Donc l'activité de pêche en haute mer, elle est beaucoup plus consommatrice en carbone que d'autres types d'activités de pêche. Merci. Bonjour, moi je voulais savoir sur quels critères en fait on choisit qu'une zone soit protégée ou pas. Est-ce que c'est des espèces protégées qui vivent ou est-ce qu'il y a un nombre, etc. Et j'ai une deuxième question, c'est si une zone est très détruite, est-ce que ça vaut le coup de la protéger ou en fait la biodiversité ne va pas réussir à réhabiter à cet endroit-là? Alors, pourquoi on protège, comment on choisit où mettre une aire marine protégée? Il y a plein de possibilités. Idéalement, il faut aller là où il y en a besoin. Mais là où il y en a besoin, ça peut être protéger une zone qui a de fortes valeurs en termes de biodiversité. Et donc, il faut la protéger avant qu'elle ne soit impactée. Ou soit des zones où il y a des fortes activités qui sont fortement impactées et on se dit qu'en protégeant cette zone, justement, l'écosystème va récupérer. Donc les deux options sont importantes et dans tout type d'activité, que ce soit économique ou environnementale, c'est bien d'avoir ce qu'on appelle des portfolios et donc d'avoir des aires marines protégées petites, grandes, qui protègent beaucoup, qui ne protègent pas beaucoup. C'est très bien d'avoir des aires marines protégées qui ne protègent pas beaucoup, mais il en faut aussi qui protègent beaucoup et on n'en a pas assez. C'est là le problème. Le problème, ce n'est pas les aires marines protégées qui sont peu protégées, c'est les aires marines qu'on n'a pas assez d'aires marines protégées qui protègent vraiment. Et comme il faut des aires marines protégées, j'avais dit, je vous ai montré que le gros de la protection intégrale, c'est dans des zones qui sont très peu impactées, loin de tout le monde, souvent dans le Pacifique, etc. C'est très bien de protéger ces zones avant qu'elles ne deviennent impactées. Mais c'est aussi bien de protéger des zones où il y a un fort développement démographique, économique, parce que c'est des zones qui sont bénéfiques aussi pour le développement. Merci à vous.